Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau type de présentation. Je suis Arnaud Guyon, je suis le directeur du Centre régional de la propriété forestière, qui est un établissement public au service de tous les propriétaires forestiers privés. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une étude que nous avons menée sur l'évolution du climat et ses conséquences sur la gestion forestière. Alors, pourquoi cette étude ? Cette étude a été décidée pour répondre aux interrogations des propriétaires forestiers qui voulaient connaître la réalité, la vitesse et les conséquences de ce réchauffement climatique, puisque bien sûr ça impacte la gestion forestière dans ses dimensions à la fois économiques, environnementales et sociales. Le plan d'étude, la présentation se déroulera en 4 étapes qui sont les suivantes. Alors tout d'abord nous verrons quelle est l'évolution du climat depuis une trentaine d'années. Nous verrons ensuite quelles sont les conséquences qui d'ores et déjà sont présentes sur le territoire des Pays de la Loire. Nous nous projetterons ensuite dans l'avenir pour connaître les perspectives d'évolution de ce climat, pour ensuite en tirer les conclusions d'un point de vue de la gestion forestière. Alors, cette étude a été financée avec l'aide du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous l'avons menée en partenariat avec Météo France, les climatologues de Météo France, et avec l'aide technique du département de la santé des forêts. Vont intervenir dans cette présentation respectivement Anne Pernelle-Duc, qui est une jeune ingénieure chargée de mission au CRPF, ainsi que Cédric Belliot et Bruno Longa, deux techniciens du Centre régional de la propriété forestière, qui œuvrent respectivement dans la Sarthe et en Mayenne. Donc bon visionnage à tous et bonne présentation. Bonjour, je suis Anne Pernelle-Duc, chargée de mission au CRPF Bretagne-Pays de la Loire, et je vais vous présenter cette étude qui a été réalisée en 2019. Donc avant toute chose, je vous remercie de nous rejoindre pour ce YouTube Live qui va durer à peu près 1 heure. Et donc pour le fonctionnement de ce type de format, n'hésitez pas pendant que je parle sur la vidéo d'exprimer vos questions via le chat en dessous de la vidéo. On vous répondra automatiquement. Voilà. Donc, comme l'a rappelé Monsieur Guyon, cette étude a été réalisée en 2019 donc pour répondre à certaines interrogations des forestiers. Donc face à tout ce qu'on entend sur le changement climatique, c'était nécessaire de se doter d'un éclairage sur la situation régionale. Donc on voit là sur la petite figure toutes les questions qu'on peut se poser. On a l'impression que ça va bien et on entend des choses sur le changement climatique, donc il faut aller apporter des précisions. Parfois on voit aussi nos arbres qui souffrent, on se demande comment gérer. Donc c'était l'objectif de cette étude, de faire un premier bilan sur l'évolution du climat, puis de voir quels avaient été les impacts, quels peuvent être les impacts et comment s'adapter en tant que forestier. Donc voilà, c'est le déroulé qui vous est représenté sur cette diapositive. Et donc je vais commencer par vous retracer le regard sur l'évolution du climat ligérien, donc des Pays de la Loire, depuis 1959. Donc déjà, quelque chose qui nous paraît important, c'est de caractériser ce que c'est qu'un climat. Donc c'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Donc un climat, c'est à distinguer du pur événement météorologique. Avec le climat, on étudie certains indicateurs climatiques sur une longue période, donc pour pouvoir statuer sur une période assez suffisamment longue quelles ont été les conditions météorologiques. Et donc ce que recommande l'Organisation mondiale climatologique, c'est d'étudier ces indicateurs climatiques comme la température et les précipitations sur une durée d'au moins 30 ans. Donc on calcule des moyennes en fait de ces paramètres et qu'on appelle des normales. Donc c'est ce qui a été étudié dans cette étude. Et donc pour caractériser le climat ligérien, enfin le climat actuel, les spécialistes utilisent actuellement la période 1981-2010, donc ils calculent les moyennes annuelles de température, donc comme ce qu'on voit sur la carte, ou les cumuls annuels moyens de précipitation, donc ces deux indicateurs climatiques très connus. Et donc c'est ce qu'on utilise, donc c'est ces données-là qui sont pour l'instant utilisées pour caractériser le climat. Donc en Pays de la Loire, donc le climat des Pays de la Loire, il est principalement caractérisé par un climat doux
océanique. Donc on entend par là un climat où on a une faible amplitude thermique des températures. Donc ici, avec les données de normales de 1980-2010, on est autour de 10 à 12,5 degrés de température moyenne annuelle. Donc on voit qu'il y a des contrastes sur le territoire. Et par des précipitations donc influencées par la proximité du littoral, donc un climat plutôt humide plus on est proche du littoral. Et donc par contre on va avoir, comme je le disais, des contrastes sur le territoire au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la bordure côtière. Le climat typique océanique va se dégrader plus on va dans les terres, par la moindre influence de la mer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va avoir ces contrastes-là, notamment vis-à-vis des précipitations. Donc si on regarde sur la carte du cumul annuel moyen de précipitations, si on trace un arc à l'est des départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique et de la Mayenne, donc à l'ouest de cet arc-là, on va vraiment avoir un contraste entre la hauteur de précipitation hivernale et les restes des saisons. Donc on va avoir le double de précipitations en hiver. Par contre, quand on se rapproche dans les terres où le climat océanique est dégradé, pour le coup, la fourchette de précipitation est plutôt contenue entre 40 et 70 mm de hauteur de pluie mensuelle en moyenne. Voilà. Donc vis-à-vis de la pluviométrie, on va avoir des secteurs très arrosés comme les le Haut-Bocage vendéen, le nord de la Mayenne, on peut être autour de 900-1000 mm en moyenne annuellement. Et par contre le Saumurois, où on va parfois même avoir moins de 500 mm en moyenne annuelle. Donc maintenant sur la prochaine diapositive, je vais vous exprimer un peu comment après avoir fait un bilan avec les normes climatiques 1980-2010, on a voulu s'intéresser à comment le climat avait évolué depuis 1959. Donc ce travail a été fait en partenariat avec Météo France, qui est le spécialiste et qui dispose des données et de l'expertise pour analyser ces données. Et donc ils ont pu travailler sur certains indicateurs climatiques fixés avec eux. Ils ont pu travailler sur des données homogénéisées depuis 1959. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir faire des cartes qui permettaient de spatialiser sur le territoire ligérien les évolutions et aussi de regarder sur certains secteurs, dans certaines forêts, de regarder vraiment la série chronologique d'évolution de ces paramètres depuis 1959 jusqu'à 2018. Donc ça nous a permis de tracer des graphiques. Dans les différents indicateurs qui ont été étudiés, on a évidemment les températures les plus classiques, les indicateurs les plus classiques comme la température, les précipitations, et puis il y aura d'autres paramètres dont je vais vous parler dans la suite de la réunion. Donc intéressons-nous d'abord à l'évolution des températures depuis 1959. Donc Météo France a travaillé pour produire des cartes sur différentes périodes trentenaires. Donc on a choisi de travailler sur 4 périodes trentenaires pour justement faire des cartes qui permettent de retracer les évolutions. Donc il y a la période 1959-1988, 69-98, 79-2008 et enfin 89-2018. Donc là, on voit la carte des températures moyennes annuelles. Et donc, si on regarde les deux périodes trentenaires extrêmes qui ont été étudiées, donc 1959, 1988 et 1989-2018, Météo France a pu calculer l'écart en fait sur l'évolution de la température moyenne annuelle, donc sur le territoire. Et donc, en moyenne globale sur tout le territoire, il y a eu une augmentation en 30 ans d'1 degré Celsius de température. Après, si on regarde donc la cartographie, on va voir que certains secteurs ont eu une augmentation, un réchauffement plus important ou non. Donc c'est par exemple le cas du Maine-et-Loire. Là, on voit du côté du Saumurois, on voit que c'est là où les hausses de température ont été les plus importantes. On a pris plus 1,4 degrés Celsius. Alors on voit sur les autres petits ronds que j'ai tracés, donc à l'est de la Sarthe, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, là le réchauffement a été autour de 1,2 degrés Celsius.
Et après, sur le reste du territoire, il a été plutôt autour de 0,8 à 1 degré Celsius. Le territoire qui s'est réchauffé de façon plus timide, disons, c'est le centre de la Mayenne, donc qui a eu des évolutions plus modérées, autour de 0,4 degrés Celsius. Donc cette augmentation de la température, là je vous ai présenté les cartes de température annuelle moyenne. Euh, Au niveau des saisons, les températures ont vu aussi une hausse, en fait, que ce soit au printemps, à l'hiver, à l'automne. Donc cette hausse, elle est observée en toute saison. Après, la distribution spatiale des températures n'a pas varié, hein, sur le territoire. On garde un côté homogène là-dessus. Il y a juste certains territoires qui se sont réchauffés plus rapidement que d'autres ou non. Donc tout ça, bien évidemment, quand on parle de réchauffement, nous les forestiers, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le phénomène de gel, et notamment le phénomène de gel au début et au début du printemps. Et donc on a demandé à Météo France d'étudier l'évolution du nombre de jours de gel en mars-avril. Et donc on voit qu'on a perdu de -2 à 6 jours par an en 30 ans. Donc ces territoires, là où on observe le plus le phénomène de gel en Pays de la Loire, c'est les territoires qui sont le plus à l'intérieur des terres, hein, toujours de par cette influence de l'océan sur la côte qui modère le climat. Et on voit que cette perte du nombre de jours par an, il a été plus important quand on va vers l'intérieur des terres. Et sinon, il a été, voilà, au global plutôt de 2 jours par an en 30 ans. Donc entre les deux périodes extrêmes, toujours entre les moyennes de 1959-1988 et la moyenne de 1989-2018. Et donc voilà, donc ça, voilà pour l'aspect évolution des températures. En parallèle, on va avoir donc aussi une plus grande fréquence des phénomènes de chaleur. Donc c'est ce qu'on voit sur ces graphiques-là. Donc là, je vous ai mis deux graphiques pour deux forêts, une dans le Maine-et-Loire et une en Mayenne. Et donc ce qu'on voit sur les graphiques, c'est l'évolution du nombre de jours de chaleur. Donc on appelle jour de chaleur un jour où la température maximale est supérieure à 25 degrés Celsius. Et on voit aussi en orange plus foncé les jours de très forte chaleur, donc quand la température maximale est supérieure à 30 degrés Celsius. Donc ce qu'on voit sur ces graphiques-là, et ce que Météo France a étudié dans la finesse via les statistiques, c'est que le phénomène de chaleur est devenu plus important depuis le début des années 60, avec les années de plus en plus, avec des phénomènes de plus en plus importants au cours des dernières décennies. Les graphiques permettent de voir les années un peu particulières. Donc on peut voir par exemple évidemment 2003 qui a été particulière. 2005 aussi a été une année où on a pu observer une vague de chaleur. Plus récemment aussi on a eu des années assez critiques là-dessus, avec 2018 qui a été très très chaude. Donc c'est voilà, ça nous permet de voir l'évolution de ce phénomène de chaleur. Le nombre de jours où on observe des jours de très forte chaleur est devenu plus intense. C'est ce qu'on voit dans le Saumurois. C'est devenu les années où on a plus de 20 jours où on atteint une température maximale de 30 degrés Celsius sont devenues monnaie courante en fait dans les dernières décennies, alors qu'on n'observait pas du tout ça avant les années 80 par exemple. Donc voilà, on voit que ce phénomène s'est intensifié et les calculs ont permis de voir qu'en moyenne, entre les moyennes de 1959 et 1988 et la moyenne du nombre de jours de 1989-2018, on a pris plus 12 jours de chaleur. Et ce phénomène est aussi plus accentué quand on va vers l'intérieur des terres, donc dans le Maine-et-Loire, là c'est assez frappant aussi. Donc, en parallèle du phénomène de chaleur, on a bien sûr ce qu'on appelle le phénomène de sécheresse, donc que Météo France a étudié. Donc là, sur le graphique, ça vous illustre en fait le pourcentage de la surface régionale qui est considérée en état de sécheresse dans une année.
Cela, c'est des calculs à partir d'un indice d'humidité des sols. Donc ces calculs ils sont faits pour les problématiques agricoles. On voit que le pourcentage de la surface qui a été touchée par la sécheresse, donc qui était plutôt de l'ordre de 5% dans les années 60, est passé à plus de 10% de nos jours. Donc c'est ce que la courbe de moyenne glissante sur 11 ans nous montre comme évolution. Donc le phénomène de sécheresse est devenu plus fréquent et s'est accentué aussi. C'est ce qu'on voit. Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'on peut relier à l'évolution des températures. Maintenant, on va s'intéresser à la pluviométrie. Donc de la même façon, Météo France nous a reproduit des cartographies qui permettent de voir la distribution spatiale des moyennes des cumuls de pluviométrie annuelle, de précipitations annuelles. Et donc ce qui a pu être retracé, c'est qu'il y a eu des évolutions dans la pluviométrie, mais il n'y a pas de tendance dans la durée à l'augmentation ou à la diminution des niveaux de cumul moyen annuel de précipitation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des évolutions, c'est juste qu'il n'y a pas de tendance. Mais globalement, il y a certains territoires où la pluviométrie a eu une augmentation qu'on peut juger significative. Par exemple, à proximité de la Loire, donc en Loire-Atlantique et l'ouest du Maine-et-Loire. Là, on a eu une augmentation de la pluviométrie, des cumuls moyens annuels de précipitations. Et puis, il y a aussi le nord-ouest de la Mayenne. Pour le coup, là, on a pu voir on peut noter une diminution. Après, suivant les saisons, on a aussi voulu étudier comment les régimes de pluie s'étaient comportés. Donc on a pu remarquer qu'il y avait un territoire, donc les Mauges, voilà, où on pouvait voir une diminution des précipitations. Par contre, au niveau de la pluviométrie estivale, sur l'ensemble du territoire, globalement, on peut noter une légère augmentation qui ne peut pas être imputée à plus d'événements type orageux, etc. Juste légèrement une légère hausse du nombre de jours de pluie. Donc voilà, tout ça c'est des évolutions, mais comme je le redis, depuis 1959, il y a eu des variations et on n'a pas pu conclure à des tendances. Donc on a souhaité étudier un indicateur climatique qui est d'importance pour les forestiers, donc qu'on appelle bilan hydrique climatique. Pourquoi c'est un indicateur qui nous semble important? Parce que ça peut donner une première approche simplifiée de l'eau qui va être disponible pour les arbres. Donc vraiment simplifié pour le coup, parce que là on regarde que les paramètres du climat, on ne prend pas du tout en compte les paramètres d'interception de l'eau par le feuillage des arbres ou les phénomènes de drainage dans le sol, etc. Et la capacité du sol à retenir l'eau. Là on regarde vraiment les apports en eau, donc climatiques, les précipitations, et les départs en eau liés au climat dans le système à un endroit donné, et on calcule ce bilan hydrique aussi sur une période donnée. Ça c'est très, très important à comprendre. Et donc on va regarder les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Donc qu'est-ce que c'est que l'évapotranspiration potentielle? L'évapotranspiration, c'est l'ensemble de tous les processus qui permettent de renvoyer dans l'atmosphère sous forme gazeuse une partie des précipitations. Donc il va y avoir phénomène de transpiration de la végétation et l'évaporation au niveau du sol. Donc l'évaporation directe de l'eau dans les 15 premiers centimètres du sol, on considère. Donc voilà, évaporation de l'eau plus transpiration de la biomasse, ça nous permet d'avoir une évapotranspiration, et donc elle est calculée à partir cette évapotranspiration elle est calculée à partir d'autres données climatiques comme la température, voilà. Donc tout ça dépend uniquement du climat, et donc l'évapotranspiration, ça va traduire une certaine demande en évaporation du climat. Et donc c'est important pour nous de faire ces calculs là, parce que ça nous permet de voir
quand est-ce qu'on va être en état de déficit hydrique climatique. Donc quand l'évapotranspiration est supérieure aux précipitations, ça veut dire qu'on retourne dans l'atmosphère plus d'eau que ce qui n'a plus, entre guillemets. Parce que ça peut donner, pour nous les forestiers, ça peut nous donner une indication du risque en fait, de stress hydrique pour les arbres. Mais bien sûr, c'est toujours une estimation simplifiée qui ne dépend que de paramètres climatiques. On ne prend pas en compte le réservoir en eau du sol dans ces calculs-là. Ça nous donne juste une première idée de voir si on peut être en situation potentiellement de plus en plus critique vis-à-vis des phénomènes de stress hydrique. Donc on va pouvoir voir sur la diapositive suivante comment ce bilan hydrique climatique a pu évoluer. Donc là je vous ai mis les cartographies du P-ETP estival. Je vais d'abord rappeler ce qui s'est passé sur les calculs de précipitations dans évapotranspiration annuelle. Donc on voit que ce bilan hydrique a diminué, donc c'est qu'il y a moins d'eau globalement restituée pour les plantes, enfin disponible pour les plantes. Donc il a pu baisser de 50 à 100 mm en moyenne annuellement. Et en 30 ans, toujours entre les deux périodes trentenaires extrêmes, donc 59-88 et 89-2018. Et donc au niveau du P-ETP estival, c'est surtout les régions comme la Loire-Atlantique ou le Maine-et-Loire dans un gradient donc, plus ou moins important partant de l'ouest de la Loire-Atlantique à l'est du Maine-et-Loire, qu'on a eu une diminution du bilan hydrique climatique estival, donc de 20 en partant de la côte, de 20 mm en moins à 60 mm en moins. Pour le sud-est du Maine-et-Loire, toujours le Saumurois qui est en situation souvent la plus critique. Donc voilà pour ces évolutions-là. Donc ça nous donne voilà, une idée de comment le déficit hydrique climatique a évolué, et qui est un paramètre très important qui va déterminer si une essence, si certaines essences vont se sentir en situation critique ou non, quoi. Donc on voit que la situation est devenu moins favorable. Après, on va pouvoir expliciter tout ça sur l'impact sur les arbres plus tard. Et donc, je vais vous présenter maintenant les graphiques sur ce bilan hydrique climatique. Alors, il y a plein de couleurs, faut pas s'affoler. Je vais vous expliquer ça. Donc, en rouge, les bâtonnets en rouge, ça représente les niveaux d'évapotranspiration, donc ce qui est restitué dans l'atmosphère par la demande climatique. Et en bleu, c'est les niveaux d'eau, donc de cumul de précipitations annuel. Enfin je rectifie, c'est pendant la période de végétation, donc d'avril à octobre. Et donc la courbe en vert, ça fait le bilan hydrique, donc P-ETP. Et donc c'est intéressant de voir ces graphiques-là parce qu'on a pu voir, ça permet de mettre en image l'évolution variable selon les territoires. Donc on peut voir dans le Saumurois déjà que de base on a des niveaux de déficit hydrique en période de végétation plus importantes que par exemple en Vendée, donc le graphique d'en dessous. Et puis on voit que ce déficit hydrique s'est creusé de façon plus importante dans le Maine-et-Loire, là, sur le site du Saumurois. Puis après, en Loire-Atlantique, on a l'exemple de la forêt du Gravre, donc où on voit la petite valeur en rouge en haut à gauche des graphiques. Ça fait la différence entre la moyenne trentenaire 89-2018 et la moyenne trentenaire 59-88. Donc on voit qu'on a presque 90 mm en moins sur la période de végétation dans le Saumurois, tandis que le déficit est moins creusé, disons, pour le site en Vendée, quoi. Et l'autre intérêt de ces graphiques-là, donc on a regardé ça pour 6 sites, hein, j'en ai montré que 3 ici. L'autre intérêt, c'est qu'on peut voir vraiment les phases où le déficit hydrique climatique a été le plus accentué. On voit d'ailleurs que c'est pas souvent que sur une année, hein. On voit que sur la courbe, donc ça fait comme des dents qui remontent au bout d'un moment. On voit que c'est pas forcément que sur une année, mais que ça peut, cette situation de déficit accentué
peut être 2 voire 3 années parfois. Donc on voit évidemment les dates emblématiques qui vous parleront peut-être comme 76 où il y avait eu une année à fort déficit hydrique climatique. Autour des années 90, 89, 90, ça a été aussi une série d'années assez sévères. 2005, on peut le revoir. Après, voilà, on voit que sur les sites, ça n'a pas forcément été critique de la même manière. Il y a aussi l'année 2011 qui a été une année assez sévère. Et puis on voit lors des 3-4 dernières années qu'on est reparti dans une phase où on a des années où le déficit hydrique climatique s'est creusé. Donc ça nous intéresse en termes d'impact sur les arbres, on le verra plus tard. Ça nous permet d'identifier et de mettre en lien avec les années où on a eu des conditions climatiques assez sévères. Donc maintenant, je vais vous parler de l'évolution des autres phénomènes. Donc il y a forcément, on s'interroge sur l'impact des tempêtes. Donc on se demande est-ce qu'elles ont été sensiblement plus nombreuses ou pas. Donc ce qu'on voit sur le graphique qui retrace l'évolution du nombre de tempêtes annuellement jusqu'à nos jours, qu'il y a une grande variabilité annuelle. Et une grande variabilité annuelle, ce que Météo France a constaté, c'est qu'il n'y a pas de tendance significative sur l'intensité de ces tempêtes, mais on observe une certaine baisse du phénomène, comme le montre la courbe de moyenne sur le graphique. Néanmoins, Météo France a constaté qu'on ne pouvait pas le relier au phénomène de changement climatique. Donc voilà pour les tempêtes, on peut pas voilà, dire que ça a eu un grand lien avec le réchauffement ou l'influence du littoral, etc. Sur les autres phénomènes comme l'orage et la grêle, c'est de la même façon. On n'a pas de tendance significative qui a pu être étudiée ou retracée. Voici sur cette diapositive un petit récapitulatif des évolutions climatiques en 30 ans. Donc je reprends pas à pas. En moyenne, entre les deux périodes trentenaires sur lesquelles on a étudié les indicateurs, on a pris plus 1 degré de température moyenne annuelle. Et donc avec les sites le plus critique qui est le sud du Maine-et-Loire avec plus 1,4 degré. Moins 2 à moins 6 jours de gel annuellement en moyenne. Le phénomène de chaleur qui est plus fréquent, donc avec plus 12 jours de chaleur en moyenne, donc plus 27 jours dans les Lyons et Saumurois, toujours les sites les plus critiques. Une sensibilité moindre du réchauffement observée au centre de la Mayenne. Sur la pluviométrie, on a pu voir qu'elle avait été variable dans le temps, mais sans tendance à remarquer. Et une variabilité de cette pluviométrie selon les territoires. Après, nous nous sommes intéressés au bilan hydrique climatique qui nous a permis de voir que la situation de déficit hydrique climatique s'était accentuée. Et parallèlement, cela va aussi avec une plus grande fréquence et une accentuation des phénomènes de sécheresse. Enfin, il n'y a pas d'études qui permettent de statuer à ce jour de tendances qui pourraient être reliées aux évolutions du climat sur les phénomènes dits extrêmes. Donc maintenant que nous avons eu un regard sur le climat actuel et passé, je vais vous présenter les principales projections climatiques qui existent pour le futur. Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'évolution des températures. Donc je vais réexpliquer certaines choses avant toute chose. Donc pour expliquer ce graphique, plusieurs scénarios ont été tracés à partir des travaux du GIEC, donc du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les derniers scénarios datent du 5e rapport du GIEC, donc de 2014. Et on a retenu pour les graphiques, il y a 4 scénarios qui ont été tracés, mais 3 scénarios sont les plus parlants et donc différenciés. Et donc ces scénarios, en gros, ils traduisent, ils se basent sur des projections sur la quantité, sur la concentration des gaz à effet de serre. Donc plus ou moins important, qui va jouer sur le bilan radiatif du système planétaire et donc sur l'importance du réchauffement, grosso modo, sur la planète. Donc on appelle des schémas représentatifs d'évolution de concentration, donc Representative Concentration Pathway en anglais, c'est pour ça qu'on dit RCP.
Vous verrez sur les scénarios, on dit RCP 2.6, 4.5, 8.5. Et donc, justement, dans ces 3 RCP, 3 scénarios d'évolution du réchauffement, plus le numéro augmente, disons, plus la situation est critique. Donc, plus le réchauffement va être important. Et à partir de ces scénarios d'évolution de concentration et de réchauffement, en climatologie, on va pouvoir faire des modélisations sur les paramètres climatiques, donc l'évolution des températures, de la pluviométrie, etc. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique là pour la température. Donc ce qu'on regarde ici, c'est par rapport à la référence ici qui est de 1976-2005, comment l'évolution des températures a déjà été jusqu'à nos jours et comment elle va se prolonger selon les différents scénarios. Donc on voit que quel que soit le scénario, on a une poursuite du réchauffement annuel jusqu'en 1950 jusqu'au milieu du siècle, de 2050. Et après, c'est là où les scénarios divergent et sont plus ou moins critiques sur le réchauffement. Le scénario 4.5 donc, qui est mis en parallèle d'une politique climatique qui vise à stabiliser les concentrations en CO2, pour le coup, on voit qu'on va gagner autour de 1,5 degrés Celsius quoi, à la fin du siècle. Et si on est dans le scénario le plus critique, donc le 8.5, on pourrait dans la région gagner jusqu'à plus 4 degrés Celsius quoi, au pire. Voilà, à la fin du siècle. Le 2.6, c'est celui qui vise à faire baisser les concentrations en CO2, donc c'est le plus optimiste comme scénario. Lui, on voit qu'il viserait à stabiliser ce réchauffement à 1 degré. Donc voilà pour l'évolution des températures. Pour les autres paramètres climatiques, donc nous allons voir sur la slide suivante. Donc en parallèle avec ce réchauffement et avec l'évolution des températures moyennes annuelles, on va avoir aussi les phénomènes de chaleur et de sécheresse qui vont continuer à être plus fréquents et plus intenses. Donc les différentes modélisations, par exemple pour le nombre de jours de chaleur d'ici à 2100, pour le scénario le plus pessimiste, on est autour de plus 51 jours annuellement dans la région. Et pour le 4.5, on est plus autour d'une vingtaine de jours. Et donc oui, il faut s'attendre voilà, à ce que le phénomène de vagues de chaleur et de sécheresse soit plus important et selon le pire scénario, que les situations extrêmes rencontrées aujourd'hui deviennent monnaie courante. C'est vraiment selon le pire scénario. Après, pour les précipitations, quel que soit le scénario considéré, les modélisations pour le futur retracent peu d'évolution des précipitations annuelles d'ici à la fin du XXIe siècle. Et concernant le bilan hydrique climatique PM-ETP, alors il n'y a pas de modélisation qui existe, mais en mettant en parallèle l'évolution des températures donc, qui joue sur l'évapotranspiration pour restituer l'eau dans l'atmosphère, sur les phénomènes de transpiration et d'évaporation. On se doute que ce déficit hydrique va continuer à se creuser comme on l'a vu dans le passé, toujours en gardant cette incertitude sur l'évolution de la pluviométrie, donc tout ça, ça va pas forcément être linéaire vis-à-vis de ce bilan hydrique climatique. Donc voilà, nous avons fait le point sur l'évolution du climat passé, sur les projections qui existent pour le futur. Maintenant, nous allons parler des impacts déjà constatés sur la forêt ligérienne et des prospectives qu'on peut faire pour les différentes essences qui se trouvent sur le territoire. Donc avant toute chose, il est important de rappeler le contexte forestier régional. Donc la forêt des Pays de la Loire s'étend sur une surface d'environ 400 000 hectares. Donc les départements les plus boisés étant la Sarthe et le Maine-et-Loire. Donc qui représentent une bonne part de la surface régionale. Ces deux départements représentent une bonne part de la surface régionale à eux deux. Et donc la forêt régionale est à 90% grosso modo privée, donc pour autour de 33 000 propriétaires forestiers.
Donc on va regarder maintenant comment les différentes essences se répartissent en surface sur la région. Euh, donc, euh, donc ce qui est le plus représenté comme essence, ce sont les chênes qui représentent à eux deux, enfin les chênes pédonculés et le chêne sessile ou rouvre qui représentent à eux deux autour de 40% de la surface régionale, donc c'est une grosse partie. Et donc avec le chêne pédonculé qui va se retrouver plutôt au sud de la région, donc dans le Maine-et-Loire, en Vendée, en Loire-Atlantique, et pour le coup le chêne sessile est plus présent en Mayenne, en Sarthe, que dans les autres départements. Dans les spécificités régionales, en essence feuillue très représentée, on a aussi le châtaignier. Et puis, une grande spécificité régionale qu'on retrouve sur les bords de Loire et ses affluents, c'est le peuplier sur les stations alluviales, donc qui représente 5% de la surface. Donc voilà, le massif ligérien est essentiellement feuillu avec 71%. Et après, du côté des résineux, c'est le pin maritime qui est très très représenté, donc à autour de 15% de la surface régionale. Et puis on trouve les autres résineux, donc, comme le Douglas, le pin laricio, le pin sylvestre, qui sont également présents de façon significative. Donc on va voir la part de ces différentes essences aussi en volume sur pied. Donc voilà, on voit encore la grande part des chênes, du châtaignier et puis le pin maritime qui ressort en violet pour les résineux. Sur la carte qui va suivre, c'est une carte qui permet juste de se rendre compte, de par les couleurs contrastées, on voit que le violet ressort, là le pin maritime ressort de façon importante dans la Sarthe, c'est une des spécificités, et dans le Maine-et-Loire aussi. Et donc voilà, c'était pour retracer un peu cette spécificité des deux départements. Maintenant en termes de récolte, pour bien comprendre les enjeux, dans les essences qui sont le plus récoltées en termes de bois d'œuvre, on voit que le pin maritime ressort de façon importante dans les volumes. Voilà, toujours pour reparler de ces spécificités régionales, il y a le peuplier qui représente autour de 30% de la récolte de bois d'œuvre. Les chênes arrivent ensuite avec 18% de la récolte. Donc on voit que malgré l'importance en surface, c'est pas l'essence qui représente le plus gros des volumes récoltés en bois d'œuvre. Et puis après, on a d'autres essences résineuses comme le Douglas, le pin sylvestre, qui ont aussi une importance en termes de récolte. Enfin, pour conclure sur ce contexte ligérien, le graphique qui va suivre sur la prochaine diapositive montre que depuis une dizaine d'années, on récolte autour de 800 000 m3 de bois, donc avec pour moitié au moins de bois d'œuvre et d'autres usages, le bois énergie et le bois d'industrie. Donc la forêt est très importante en termes de filière. Avec une filière qui est active, donc à autour de 31 000 salariés qui vivent de la forêt et du bois en 2011. Et puis 7 000 établissements qui travaillent aussi de la forêt et du bois sur le territoire. Donc la forêt a un rôle important en termes de production de bois, mais évidemment le rôle environnemental et écologique n'est plus à démontrer, avec le rôle de protection des sols, de la préservation de la ressource en eau, la biodiversité des forêts ligériennes, et le rôle de stockage de carbone qui est très important également. Donc maintenant que nous avons rappelé le contexte forestier ligérien, nous allons pouvoir mettre en parallèle les évolutions du climat et se demander quels impacts ça peut avoir sur les arbres, ça a pu et peut avoir sur les arbres régionalement. Donc déjà, un des impacts généraux sur les arbres, c'est sur leur développement, donc sur leur fonctionnement physiologique. L'augmentation des températures joue sur un allongement de la saison de végétation, c'est-à-dire quand les arbres vont être en feuilles pour les feuillus, et vont avoir une activité de photosynthèse active,
donc c'est ce qu'on appelle la saison de végétation. Et donc de par un radoucissement des températures, cette saison de végétation se retrouve augmentée. Donc en région tempérée, cet allongement il a été calculé en moyenne un avancement de la floraison et du débourrement des espèces forestières de 3 jours par décennie au cours des 50 dernières années. Et en entrée en sénescence des feuilles, donc une chute des feuilles, plus tardivement, donc à l'automne, en moyenne 1,5 jours par décennie. Donc cet allongement de la saison de végétation, ça peut avoir un effet positif parce que qui dit allongement de la saison de végétation dit une activité photosynthétique qui s'étend plus longuement et donc cela, ça va jouer sur la production forestière positivement. En parallèle de ça, l'augmentation des températures, on l'a vu, ça augmente le nombre de jours de chaleur et le phénomène de sécheresse, et donc ça va avoir un impact négatif pour le coup quand cette chaleur et cette sécheresse induit un stress hydrique sur les arbres. Donc là pour le coup ça va plutôt limiter la croissance à un stade de sécheresse donné. Et donc demain, comment ça va se passer? On peut se douter que ce risque de stress hydrique sur les arbres va être plus prégnant à l'avenir. Et donc maintenant je vais poursuivre avec d'autres impacts généraux sur le développement des arbres que peut avoir le réchauffement climatique. Donc le fait qu'on ait un débourrement plus précoce, ça va faire qu'on va avoir une augmentation du risque de dégâts en cas de gel tardif, au printemps, au début du printemps, ou précoce au début de l'automne. Et donc ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on a vu une baisse du nombre de jours de gel annuellement, mais sans que Météo France ait pu voir dans les statistiques que le phénomène de gel tardif apparaît plus ou moins tôt, quoi. Donc on n'est toujours pas à l'abri en fait du phénomène de gel tardif, même si le nombre de jours de gel annuellement a diminué. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a pu et qu'on pourra encore constater. À l'automne, le réchauffement peut perturber un phénomène qu'on appelle l'ahoutement des arbres. Donc c'est quand les jeunes rameaux se lignifient, deviennent plus durs pour se préparer au froid hivernal. Donc ça, le réchauffement peut limiter ce phénomène, ce qui augmente le risque en fait en cas de gel automnal précoce. Maintenant, en termes du réchauffement hivernal, donc on a vu qu'en hiver, les températures étaient aussi plus clémentes. Quand on a un hiver où on observe dans une journée, des journées ensoleillées, un réchauffement important, ça peut réentraîner les processus de transpiration, par exemple du Douglas qu'on voit sur la photo, sauf que le sol ne sera pas en capacité, de par la température du sol, à restituer l'eau pour que l'arbre puisse transpirer, et donc ce qui va produire des rougissements, ce qu'on appelle un rougissement physiologique, et avoir un impact des dégâts sur les plants comme ce qu'on voit sur la photo. Donc tout ça, c'est des constats d'impact généraux sur le développement des arbres. Ces constats-là, donc ce qu'on peut voir sur la slide suivante, ces constats-là, ils sont faits par des forestiers qui sont formés à avoir un regard sur les aspects sanitaires forestiers. Et donc, ce sont les correspondants observateurs du département de la santé des forêts qui, depuis 20 ans, en fait, exercent une veille sanitaire partout en France sur les principaux phénomènes sanitaires des forêts, et notamment les phénomènes qui peuvent être reliés au climat. Donc dans le cadre de notre étude, nous nous sommes appuyés sur les travaux du DSF du plus loin qu'on pouvait remonter, et donc sur les données de veille sanitaire, et puis le DSF travaille aussi sur des thématiques particulières en fonction des enjeux à un moment donné. Donc on s'appuie aussi sur ces études-là
pour faire un peu un bilan de tous les impacts qui avaient pu être observés régionalement sur les arbres et qu'on peut relier au climat. Donc concernant ces impacts généraux du climat sur le développement des arbres, la slide que vous voyez ici vous montre depuis 2003 tout ce qui a pu être... tout ce qui a pu être noté par les correspondants observateurs régionalement concernant des automnes plus chauds que la moyenne, des hivers aussi plus chauds que la moyenne, et pareil pour le printemps. Et donc on voit en rouge les années où l'impact de la sécheresse estivale a été très important, et le texte que j'ai mis c'est un complément sur les autres saisons en fait, et ce qui a pu être remarqué en termes de chaleur sur les autres saisons. Et donc on voit qu'il y a des années qui se dégagent, donc comme la triade d'années après 2003, où là on a eu une succession d'années critiques, hein, avec 2004 où on a eu un déficit hydrique du printemps à l'automne. Après on note d'autres événements particuliers selon les années, notamment autour de 2011 où les correspondants ont bien noté cet allongement de la période de végétation, avec une croissance tardive forte chez les chênes notamment. Et donc voilà, tout ça c'est pour vous donner des exemples. Bien sûr, dans l'étude que vous pourrez consulter par la suite, tout ce bilan est bien détaillé. Et donc demain donc dans le futur, avec ce phénomène de réchauffement qui va se continuer de toute façon, même si on met des niveaux d'intensité différents, le nombre de jours les modélisations existent aussi pour le nombre de jours anormalement chauds, et on voit qu'il va augmenter en toute saison, quel que soit le scénario. Donc on aura certainement une fréquence plus importante de ces impacts évoqués, de débourrements plus précoces, d'entrée en séance plus tardive du feuillage, etc. Donc voilà pour les impacts plus généraux sur la physiologie des arbres. Après, maintenant, je vais vous présenter les autres risques abiotiques de dommages. Donc abiotiques, donc, qui sont juste liés purement à l'impact climatique, hein. Donc on avait tout ce qui est relié aux impacts de sécheresse ou de canicule, donc qui vont pouvoir induire un stress hydrique important sur les arbres. C'est que l'arbre il n'a pas assez d'eau il arrive à un stade, on arrive à un stade de sécheresse ou de forte chaleur où l'arbre n'a pas assez d'eau pour subvenir à ses besoins, et où ce stress hydrique, ce manque en eau va aussi directement causer des blessures. Donc un manque en eau, un stress hydrique, ça va pouvoir induire une limitation de la croissance, puisque l'arbre n'est plus capable d'effectuer correctement la photosynthèse. Donc ça va avoir un effet en termes de croissance en hauteur ou en diamètre. On va avoir des phénomènes liés aux fortes chaleurs et à la sécheresse, comme les fentes de sécheresse, les dessèchements de cimes également. Sur les jeunes plants, on va avoir des dessèchements de feuillage. Donc ce sont des risques qu'on peut avoir en cas de stress hydrique. On peut aussi avoir des nécroses sur l'écorce, comme dans le cas du Douglas, ça c'est assez parlant. Des brûlures des brûlures de feuilles. Donc voilà, c'est un ensemble d'impacts directs liés au manque en eau, au stress hydrique. On va aussi avoir des effets indirects liés aux épisodes de sécheresse et de canicule. Donc c'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Et donc du fait du réchauffement, on va avoir des peuplements qui vont être plus sensibles aux incendies, notamment dans le cas du pin maritime, hein, dans la Sarthe, on a des situations plus critiques que dans le reste de la région. Ça va induire aussi des phénomènes de déficit foliaire, on a moins de feuillage sur les arbres, ou alors une microphylie, c'est quand la taille des feuilles est anormalement réduite. Cette augmentation des phénomènes de sécheresse, ça va affaiblir les arbres, et du coup ça c'est un phénomène qui va pouvoir intéresser entre guillemets certains parasites dits de faiblesse, donc qui vont s'attaquer préférentiellement aux arbres affaiblis. Il y a le cas emblématique du scolite dont vous avez certainement entendu parler.
Et on va voir aussi le phénomène de dépérissement qui peut arriver. Dépérissement qui est souvent un phénomène multifactoriel. Mais nous allons demander maintenant à Cédric Belliot, technicien de la Sarthe, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur comment se caractérise un dépérissement. On appelle dépérissement en fait une altération durable de la qualité de l'arbre, visible par donc des signes extérieurs et notamment par la perte de la vitalité de l'arbre. Voilà. Et donc le dépérissement donc est lié à des à-coups climatiques qui vont effectivement altérer l'arbre. Alors la succession des sécheresses et le stress hydrique est effectivement la cause souvent effectivement des dépérissements des arbres. Alors les arbres réagissent différemment à ces à-coups climatiques. Certains vont effectivement mourir, mais d'autres vont réussir effectivement à résister à ces aléas, et c'est ce qu'on appelle donc la résilience. Voilà. Et donc c'est la succession de ces aléas climatiques qui va permettre ou pas et d'autres éléments extérieurs qui vont faire en sorte que l'arbre va résister ou pas à ces différentes attaques et aléas climatiques. C'est un petit peu, on a l'habitude de dire que c'est la théorie du boxeur, où effectivement, à l'image du boxeur qui prend plusieurs coups, certains vont résister à cette succession de coups, et d'autres, malheureusement, effectivement, vont s'écrouler. Donc c'est clairement, effectivement, la théorie du boxeur. Est-ce que l'arbre saura résister à cette succession de coups? Alors, dans les pays de la Loire, l'essence sur lequel on a observé le plus de ce type de problème de dépérissement, c'est clairement le chêne pédonculé, qui a des exigences en eau importantes, et il a cette fâcheuse habitude de s'installer sur des terrains qui ne lui conviennent pas. C'est un arbre pionnier, donc n'étant pas en station, effectivement, sécheresse successive, stress hydrique, conduisent effectivement souvent au dépérissement du chêne pédonculé. Et c'est d'autant plus accentué par des fois des attaques, par exemple de chenilles, les fameuses géométrides là, qui peuvent défolier les feuilles au printemps. Donc c'est un facteur qui peut aussi contribuer à l'affaiblissement du chêne pédonculé. Ce qui nous amène effectivement souvent donc, à favoriser d'autres essences, bien entendu, au détriment du chêne pédonculé, sauf s'il est clairement en station, ou auquel cas il faut effectivement le favoriser. Donc Cédric Belliot a pu nous présenter ce qu'était un dépérissement, et donc avec la version très imagée de la théorie du boxeur qui permet de comprendre l'effet des impacts, l'effet des situations de sécheresse répétées sur des années successives. Là, ce que vous voyez sur la figure, c'est les constats aussi du département de la santé des forêts depuis 2003 en fait sur l'impact des épisodes de sécheresse et ou de canicule. Donc on repère de nouveau les années critiques comme 2003, la triade 2009 à 2011, et puis les dernières années, la série de dernières années qui ont été assez critiques aussi. Je ne vais pas tout redétailler sur le texte qui a été mis, ça retrace en fait les impacts directs qui ont été vus sur les différentes essences régionales. On note que dans les essences où on a repéré le plus d'impact, il y a quand même les châtaigniers et le chêne pédonculé, dont a parlé Cédric également. Donc je voulais juste illustrer cette figure avec l'exemple de l'année 2018 qui a été une année aussi très chaude en toute saison, où le stress hydrique a été très important, où on a notamment pu voir l'impact sur les épicéas, de par l'impact des scolytes, qui est un parasite, un insecte qui va être favorisé par l'évolution des températures. Donc vous avez certainement entendu ça, surtout pour l'Est de la France. En région de Pays de la Loire, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, l'épicéa, il en reste quelques reliquats. Donc cette essence qui avait été introduite en plaine, là c'est ce qui avait pu être observé en 2018 dans le nord-est de la région. Dans les autres phénomènes observés en 2018 de par la sécheresse, on a eu les cas de dépérissement de châtaigniers qui s'accentuent depuis les dernières décennies.
qui a relié aussi avec l'évolution d'un pathogène qu'on appelle l'encre du châtaignier, que je présenterai plus tard, et dont l'évolution peut être reliée aux événements climatiques. Et juste pour finir pour cette année 2018, dans les plantations de chêne Cécile, on avait remarqué également aussi un taux de mortalité de 20 à 40% dans les plantations, donc ce qui témoigne des conditions climatiques extrêmes à ce moment-là. Donc pour demain, il ne faut pas être non plus catastrophique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce seront surtout les essences situées en limite de leur aire climatique, ou sur des stations non adaptées, qui vont être les plus vulnérables face à ces phénomènes de sécheresse ou de canicule, et qui seront les plus affectés par le stress hydrique. Nous verrons par la suite en fait comment on peut s'adapter par rapport à ça. Je voulais juste finir sur cette diapositive pour parler du cas du chêne pédonculé, qui est un exemple un peu emblématique dans la région, sur ce côté où le stress hydrique va pouvoir être facteur déclenchement du dépérissement. Sans que ce soit forcément une issue fatale. Tout dépend de l'intensité, de la répétition de ce type d'événements dans la durée, et en parallèle d'autres facteurs prédisposant à ces phénomènes de dépérissement qui sont importants et sur lesquels nous forestiers on peut jouer, donc c'est-à-dire la sylviculture. Ce qu'on a vu dans le cas de la chênaie pédonculée, c'était que les peuplements où il y avait eu un déficit de gestion ou des à-coups de gestion avaient le plus souffert des événements climatiques extrêmes. Donc voilà pour finir là-dessus. Donc maintenant, pour continuer sur l'impact direct des causes, des causes abiotiques de dommages, on va parler des phénomènes. On a déjà parlé du phénomène de gel. Donc là, c'était juste pour vous montrer sur ce graphique l'ensemble des signalements qui ont été faits selon les départements par les correspondants observateurs du département de la santé des forêts. On a une 60aine de signalements depuis 1997 qui ont été enregistrés. Ce graphique, il ne permet pas de retracer une évolution du nombre de dégâts de gel, mais il permet de voir les départements qui ont été le plus touchés, comme la Mayenne, la Vendée étant le moins concernée par ces dégâts de gel. Voilà. Et donc, ce qu'on disait déjà sur l'évolution du nombre de jours de gel, on risque quand même d'être toujours confronté au phénomène de gel tardif. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la prochaine diapositive, donc, qui fait un peu la synthèse. On a vu que les paramètres climatiques avaient varié et allaient varier dans le futur. Et donc tout ça, c'est les conditions de vie d'une essence, des essences forestières qui vont changer. On va parler de changement de l'ère bioclimatique de répartition des essences. Alors qu'est-ce que c'est que l'ère bioclimatique de répartition des essences ? C'est là où on retrouve une essence parce qu'elle est dans des conditions climatiques qui permettent son installation et son développement. Par exemple, si on prend le pas maritime, on voit il se situe dans les territoires où on a une température moyenne annuelle entre 11 et 15 degrés Celsius, des pluviométries optimales pour la production autour de 800 mm, mais on peut le retrouver quand même dans une gamme de 500 à 1000 mm de pluviométrie. Et ce qui détermine aussi son aire bioclimatique, c'est la condition par rapport au froid. Donc on voit qu'il est exclu des zones où on a des températures minimales de moins de 15 degrés Celsius par exemple. Donc voilà, c'est ça qui permet de définir une aire bioclimatique de répartition d'une essence. Donc là, vu qu'on voit que ces paramètres climatiques, ils évoluent, l'aire de répartition des essences évolue également. Il est communément admis que quand on prend 1 degré de température annuellement, ça équivaut à un déplacement des airs de 180 km vers le nord ou de 150 mètres en altitude. Donc les conditions satisfaisantes de vie des espèces évoluent de cette hauteur-là ou altitude-là pour les essences. Alors que naturellement, la vitesse de migration naturelle des espèces, elle ne dépasse pas 50 km par siècle. Donc là, déjà en 30 ans, on a pris plus 1 degré. Donc l'air logiquement, s'est déplacé de 280 km vers le nord. Donc comment les essences peuvent réagir face à ça ? Donc il y a 3 issues possibles.
soit l'essence est en capacité de s'adapter aux nouvelles conditions, soit elle n'est pas en capacité de s'adapter et elle va disparaître et être en déclin à un endroit où elle ne retrouve plus les conditions climatiques qui lui étaient favorables. Ou alors, l'espèce va avoir la capacité de migrer progressivement vers le nord ou dans des altitudes où elle trouvera des conditions qui lui sont favorables. Donc voici ces 3 issues. Après, il reste bien évidemment des incertitudes liées à la compétition entre les essences, à des phénomènes biologiques qui interviennent là-dessus, autres que les paramètres climatiques. Donc, et donc là, pour les prospectives pour notre région, on peut s'attendre à ce que l'ère bioclimatique d'essence donc plus des plaines du sud-ouest et méditerranéennes, cette ère climatique elle remonte jusqu'à notre région là, tandis que les essences qui étaient pour l'instant bien adaptées vont trouver des conditions de vie plus favorables vers le nord. Il y a un exemple emblématique du chêne vert qui a déjà migré vers le nord et notamment sur le littoral dans notre région. Donc comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas être catastrophique, c'est surtout les essences qui sont déjà en limite climatique qui vont souffrir dans un premier temps. Et donc nous allons voir sur la diapositive suivante, dresser quelques prospectives pour les essences qu'on retrouve régionalement. Et donc bien sûr, je rappelle ce garde-fou là dans l'analyse, là c'est vraiment une vision en prenant que les éléments climatiques, mais dans les constats qu'on fait ici, on ne parle pas d'autres conditions stationnelles comme les conditions de sol, qui jouent bien évidemment pour savoir quelle quantité d'eau va être disponible aux arbres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur l'adaptation d'une espèce en regardant uniquement le climat, bien évidemment. Tout ce que je vais dresser comme prospective sont vraiment juste en lien avec l'évolution du climat. Donc par exemple, si on reprend le chêne pédonculé, ça avait déjà été étudié dans le passé par notre établissement dans le cadre d'une étude sur les chênaies atlantiques. On voit que le chêne pédonculé, lui globalement, sur l'ensemble de la région, les conditions climatiques lui deviennent défavorables parce qu'il est très sensible au stress hydrique. Donc le bilan hydrique climatique, le déficit hydrique climatique P-ATP, c'est un paramètre qui joue vraiment sur les phénomènes de dépérissement en fait, là où il y a eu un inventaire en fait de peuplement dépérissant, il y avait un certain seuil de P-ETP critique en fait qui était assez significatif pour évaluer le risque de dépérissement en fait, et donc qui est fixé autour de moins 300 mm. Et donc on voit que globalement, déjà avec les évolutions passées et ce dont on peut se douter avec les seules modélisations qui ont été faites pour le chêne pédonculé à l'avenir, que sur l'ensemble de la région ça deviendrait défavorable climatiquement, sauf dans le nord de la Mayenne où le risque de dépérissement serait moins important. Voilà, après je nuance toujours, tout ça, ça prend pas en compte les facteurs compensateurs qui permettraient à une espèce de se maintenir en place. Donc il ne faut pas faire de conclusions hâtives. Le chêne pédonculé trouvera encore sa place sur les stations où il trouve des facteurs de compensation face au déficit hydrique climatique. Pour le chêne sessile, tous les travaux qui existent en fait sont plus... il n'y a pas de certitude en fait sur les différentes tendances concernant son évolution avec le changement climatique. Il est résistant jusqu'à un certain seuil à la sécheresse par rapport au chêne pédonculé. Donc pour lui c'est plus difficile de faire des prospectives comme pour le chêne pédonculé. Pour le châtaignier, globalement, sur l'ensemble du territoire, on voit qu'il est déjà en situation critique sur les départements du sud de la région de par les conditions climatiques, parce que le châtaignier, il se retrouve dans un optimum de production quand le nombre de jours de chaleur est réduit, sauf qu'on a vu que celui-ci s'était accru, donc ce qui permet d'expliquer les différents impacts qu'on a déjà vus sur le châtaignier. Et pareil, il est sensible au déficit hydrique donc qui s'est creusé, donc
Donc la limite de moins 200 mm pour le châtaignier, c'est quelque chose qui va jouer. Donc pour le coup, le châtaignier pourra continuer à être adapté régionalement, mais que sur les très très bonnes stations à châtaignier, où le sol est de qualité pour répondre aux besoins en eau de l'essence. Et donc on verra par la suite, c'est aussi dépendant de l'impact d'un pathogène qui s'appelle l'encre. Pour le pin maritime, pour le coup, lui, il trouve des conditions favorables dans la région, des conditions climatiques favorables à son développement, et il va trouver, là où on le retrouvait un peu moins en Mayenne de par les conditions de froid hivernal, etc., son aire va s'étendre vers le nord et il sera aussi bien, enfin, de plus en plus à sa place dans le nord de la région. Donc on peut, enfin voilà, vis-à-vis du pin maritime, les interrogations se posent plus en termes sanitaires sur d'autres problèmes comme le nématode du pin et sur lequel il faut rester vigilant, et aussi de par l'augmentation du risque incendie avec le phénomène de sécheresse. C'est les principaux risques sur lesquels les forestiers doivent se concentrer. Pour le Douglas vert, c'est vrai que dans la région, il y a beaucoup de zones où la pluviométrie, même si on n'a pas vu de tendance, reste limite pour le Douglas. Néanmoins, c'est comme pour le châtaignier, il faudra le réserver aux stations qui ont une bonne réserve hydrique du sol. Et enfin pour le pin lariceau de Corse, qui est une essence plutôt résistante à la sécheresse, lui c'est pareil, c'est plus en termes climatiques, il devrait rester en situation favorable. On a juste à craindre les effets des à-coups climatiques comme le stress hydrique estival, mais c'est aussi en lien avec d'autres phénomènes sanitaires biologiques, donc on va voir par la suite certaines maladies qui impactent grandement cette essence dans la région. Donc je vais ainsi passer à l'explication des risques biotiques de dommages, donc liés à des organismes en fait. Donc là on avait parlé que des risques liés directement au climat. Là on fait le lien entre le climat et le développement de certains problèmes phytosanitaires, donc ravageurs et pathogènes. Là, dans le cadre de l'étude, nous avons décidé de faire un bilan sur 6 principaux problèmes observés régionalement, donc qui ont fait l'objet de constats par le département de la santé des forêts, et dont l'évolution des impacts peut être liée à l'évolution climatique. Donc tout d'abord, il y a cet exemple emblématique que vous connaissez certainement de la chenille processionnaire du pin, donc qui est une chenille dont la présence va être favorisée par l'augmentation des températures. Et donc ce qu'on voit sur la cartographie qui vous est ici présentée, on voit donc par période de 5 ans en fait les signalements du département de la santé des forêts de la présence de cette espèce-là. Et donc on voit, là, cette carte permet de voir la progression vers le nord en fait des signalements et vers l'est. Donc avec les points en rouge en fait qu'on retrouve dans le nord de la Mayenne, où la chenille est apparue et a eu des impacts très, très récemment. Donc elle a mis moins de 10 ans à remonter en fait régionalement, la chenille processionnaire. Et donc bon, ce pathogène a plus un impact en termes de santé pour l'humain, et puis vraiment dans les cas les plus critiques sur la croissance des arbres, mais ça ne va pas causer de mortalité, hein. C'est plus... c'est vraiment un exemple emblématique et qui peut avoir un impact sur la santé humaine. Donc ça, cette chenille, elle va surtout impacter le pin laricio et puis les autres pins dans une moindre mesure. Nous avons aussi évoqué tout à l'heure l'encre du châtaignier. Alors c'est un complexe d'agents pathogènes fongiques en fait, qui va être favorisé, dont la survie va être favorisée par les hivers doux en fait dans le sol, et dont le développement va être favorisé par la douceur des températures et l'humidité aussi au printemps.
Et donc les signalements du département de la santé des forêts ont permis en fait de voir que lors des 10 dernières décennies ce problème était devenu plus prégnant, même si ce problème existe depuis bien longtemps, mais de par les successions d'hivers doux que nous avons eu, plus quand même des années où on a eu une certaine humidité printanière, 2016 qui est emblématique. Et bien cela a pu favoriser le développement de cet agent pathogène et qui donc a un impact sur le châtaignier parce qu'il va détruire tout ou partie du système racinaire des arbres. Et dans le cas où, suite à cette action du pathogène, on a un stress climatique hydrique estival, là les arbres qui n'ont pas eu le temps en fait, de reconstituer un système racinaire satisfaisant vont mourir, et c'est ce qui peut expliquer les dépérissements de châtaigniers qu'on observe de plus en plus. Donc bien sûr, tout ceci est accentué dans les conditions de sol engorgé déjà naturellement. Donc c'est pour ça que il faut être bien vigilant en fait quand on va introduire le châtaignier sur les conditions édaphiques également. Et demain, comment cela pourrait évoluer, on reste un peu dans l'incertitude par rapport à l'évolution de la pluviométrie, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que cette évolution de la pluviométrie, elle a été variable. On va avoir une continuité du phénomène de réchauffement et de stress hydrique. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer à observer dans les années à venir, même si ça va être certainement encore assez variable selon les années. Après, il y a aussi l'incertitude, est-ce que le phénomène de sécheresse ne va pas être néfaste aussi par rapport à l'encre à l'avenir? C'est quelque chose qu'on pourra peut-être observer certaines années. Maintenant, je vais vous parler du Sphaeropsis du pin, donc, qui est également un pathogène en fait, qui va vivre en symbiose avec le pin laricio, qui va impacter essentiellement le pin laricio. Et en fait, ce pathogène, il ne va pas créer de dommages la plupart du temps. C'est juste suite à un stress climatique qui va s'exprimer et causer des dommages foliaires et en termes de vitalité sur l'arbre. Donc par exemple, suite à un stress climatique comme le stress hydrique ou alors les orages de grêle. Voilà. Donc on voit les signalements sur les cartographies également. Bon, ça ne retrace pas forcément une évolution de la progression des signalements, là c'est plus pour illustrer, mais quand même ces 10 dernières années on a noté de façon plus prégnante ce problème de Sphaeropsis. Donc c'est aussi à l'avenir un problème avec le risque de stress hydrique accru qu'on risque de continuer à observer de façon plus intense. Une autre maladie qui est pas mal étudiée par le département de la santé des forêts, c'est la maladie des manches rouges qui touche encore une fois le pin laricio essentiellement. Et donc là on peut voir qu'il y a pas mal de signalements en rouge, donc récents en fait, concernant cette maladie-là, parce que c'est une maladie foliaire qui va atteindre l'arbre et qui va être dépendant de certains paramètres climatiques, pareil comme l'humidité printanière, la douceur hivernale, et donc qui a vu son développement favorisé de par les conditions des 10 dernières années en fait. Il y a notamment les printemps 2013-2014 qui expliquent le pic qu'on a vu autour de 2015 de signalement de maladie des bandes rouges parce que ces conditions ont été favorables au développement. Donc pareil, c'est un phénomène qu'on devrait continuer à observer, donc toujours avec ces incertitudes sur la pluviométrie, donc un phénomène qui sera probablement pas linéaire mais qui avec le réchauffement des températures peut être quand même favorisé. Enfin, je vais présenter 2 derniers problèmes sanitaires dont l'évolution peut être liée au climat. Donc il y a le bombing disparate qui est un défoliateur en fait qui a déjà été observé dans la région, et en fait ce défoliateur, on a vu des pics de présence et de pullulation et d'impact en fait suite à des épisodes de sécheresse comme dans les années suite aux années 90. Voilà, on a vu une légère augmentation de la population puis vraiment une explosion.
Et donc ça peut être lié aux conditions climatiques importantes en termes de chaleur à ce moment-là. C'est un problème sur lequel les correspondants observateurs sont vigilants ces dernières années parce qu'on a eu l'impression que le même scénario se reproduisait avec une augmentation des populations de Bombix sans forcément qu'on ait vu encore un impact aussi important. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il y a une vigilance. Ça va surtout causer des pertes de croissance sur les arbres et ça peut être un des facteurs de dépérissement. Voilà. Mais tout seul, ça ne va pas causer directement de mortalité. Enfin, nous allons terminer sur l'Oïdium du chêne, donc qui est un champignon foliaire qui va avoir un impact surtout sur les jeunes peuplements. Et donc dans les conditions qui va être favorisé par certaines conditions climatiques comme les hivers doux et donc ça va surtout impacter les jeunes peuplements ces dernières années de par les conditions aussi comment dire vis-à-vis des températures assez douces a été favorisé. Et donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de signalements en rouge, surtout en Loire-Atlantique. Et donc c'est quelque chose aussi qu'on continuera à observer à l'avenir dans la région. Donc maintenant je vais laisser la parole à Bruno Longa qui va nous présenter certaines pistes d'adaptation pour les forestiers face à ces changements climatiques et nous rappeler des bons principes de gestion forestière pour faire en sorte que nos forêts soient plus résilientes face à ces évolutions. Bien, nous avons le problème du changement climatique dont les conséquences sont déjà visibles aujourd'hui. Bon, vous avez tous pu entendre que les épicéas communs avaient été ravagés pour grande partie dans l'Est avec un scolite. Et aujourd'hui, même chez nous, on a quelques soucis avec le châtaignier concernant un champignon et qui se développe grâce aux hivers plutôt doux. Donc on a cette histoire qui nous revient aussi en mémoire, nous forestiers, c'était la canicule de 2003, où beaucoup de pédonculés ont souffert. Et là, on a eu un volant assez important de demandes de coupe d'urgence, alors que quelques années plus tard, certains pédonculés se sont refaits. Donc, pas trop de précipitations quand même lorsque vous avez des soucis sanitaires dans une forêt. Il faut toujours quantifier, savoir combien sont vraiment atteints et récupérables, et surtout, qu'est-ce que ça peut représenter aussi en surface. Donc, avant toute intervention un peu trop rapide, un peu trop prématurée, il faut venir dans votre forêt et bien vérifier où, quoi, comment, pour savoir bien doser aussi votre intervention. Pour les peuplements en place comme on peut avoir ici, déjà rien que le phénomène d'éclaircie, ça ramène quand même un nombre d'arbres moins important à l'hectare, si bien qu'ils peuvent consommer un peu mieux l'eau qui se trouve dans le sol, surtout si on va vers des périodes de disette. Donc n'hésitez pas à poursuivre vos éclaircies quand même sur ces peuplements en place si le danger n'est pas encore trop important. Alors les éclaircies, c'est toujours quelque chose qui doit être dynamique, qui doit être régulier, et lorsque vous avez de jeunes peuplements, n'hésitez pas même à le faire de façon assez précoce pour habituer vos arbres tout de suite à être moins nombreux. Ça nous amène au principe du cloisonnement et de l'exploitation. Souvent, les machines sont quand même en forêt, ce sont des poids lourds, donc toujours disposer un réseau qui permette de tasser le sol au minimum et de concentrer surtout le passage des engins sur certains endroits. On a donc aussi des peuplements qui malheureusement sont arrivés à des stades où vous avez une obligation de renouvellement ou de remplacement. Donc là, si les essences sont vraiment en station, et là il faudra bien faire appel à des professionnels pour savoir si le sol convient bien à ces essences qui existent déjà, vous pouvez essayer de procéder à des renouvellements dits naturels, avec leurs propres graines. Si l'essence, elle, n'est pas adaptée, alors à ce moment-là, il faut la changer, et c'est aussi le cas qu'on peut rencontrer lorsqu'on crée des plantations sur terre agricole. Là, il ne faut pas hésiter donc à nouveau à bien analyser votre sol. On parle même de faire remonter parfois certaines essences du sud, puisqu'on va plutôt vers un réchauffement. Donc là, ce sera bien à analyser. Mais surtout une chose à ne pas oublier, aussi bien en éclaircie que dans ces créations de peuplement, ce sera de conserver un mélange d'essences. Ne pas faire des peuplements d'essence pure, puisque s'il y a un problème, bien évidemment, toute la majorité de votre plantation sera perdue. Donc, favorisez toujours le mélange. Si possible, alors, lorsque on l'a de façon naturelle, profitez bien du recrue qu'il peut y avoir à partir des souches de feuillus,
À ce moment-là, ça peut même être un atout pour vous vis-à-vis du gibier, où vous allez venir planter vos arbres à l'intérieur de ce recrue. Comme ça fait un obstacle mécanique contre le gibier. Si vous faites un mélange aussi en plantation, terre agricole ou en forêt, évitez le pied à pied, le mélange donc d'une essence l'une derrière l'autre, ou évitez ligne à ligne, puisque vous pouvez avoir des essences qui vont avoir plus de vigueur et qui vont écraser l'essence objective que vous recherchez éventuellement. Donc n'allez pas au-delà d'une certaine limite, puisqu'on a aussi après des problèmes de commercialisation. Si vous faites un panachage trop important, vous risquez d'avoir des soucis vis-à-vis d'un acheteur qui va avoir une exigence particulière. Donc, le problème du sol, c'est un des premiers facteurs à analyser. Celui du gibier, on n'a plus de prédateurs naturels. Les loups, les ours n'existent plus, donc il n'y a plus que les chasseurs. Donc le gibier reste un problème purement humain. Il ne faut pas hésiter non plus à augmenter votre plan de tir si jamais vous boisez, puisque ce serait malheureux de voir partir cet investissement dans l'estomac des animaux. Donc n'oubliez pas, éclaircir les peuplements en place, quand ils sont en station, quand vous n'avez pas trop de dégâts dedans. Et si jamais vous avez à les renouveler et à les créer, préférez toujours aussi un mélange, évitez les essences pures, comme on a pu le vivre par exemple avec l'épicéa commun. Merci beaucoup. Donc, comme l'a appelé mon collègue Bruno Longa, face à ces évolutions climatiques et à ces risques accrus, il est très important de surveiller et diagnostiquer ces forêts. Donc, comme ce qui a été évoqué, je fais un petit bilan de ce qui a été dit précédemment, d'avoir une vigilance et observation plus importante dans les peuplements en place, plus importante que dans le passé, parce que voilà, il faut être d'autant plus vigilant. Donc pour pouvoir identifier rapidement un début de dépérissement, pour pouvoir agir assez vite. Et donc ça, il faut bien faire le lien du coup avec les correspondants observateurs de la santé des forêts. Je vous ai mis le lien en fin de réunion pour retrouver les bilans du département de la santé des forêts et savoir quel est le technicien ou l'ingénieur que vous pouvez contacter pour s'il y a besoin de réagir, si vous avez des interrogations face à certains problèmes sanitaires que vous avez observés. Une vigilance accrue également sur le choix des essences en renouvellement. Donc comme on a vu, c'est les essences qui seront vraiment mises dans des conditions limites climatiquement et au niveau stationnel, donc par rapport au sol, qui vont souffrir en premier des évolutions climatiques. Donc il faut être vraiment extrêmement vigilant et précis quand on fait un diagnostic stationnel. Et donc pour ça, il y a des outils d'aide qui ont été développés par le Centre national de la propriété forestière, notamment ce qu'on appelle les diagnostics archi, donc qui se basent sur l'observation de l'architecture et de la ramification des arbres pour statuer sur l'état de dépérissement ou non d'un arbre, savoir si ce dépérissement est là, s'il est réversible, irréversible, ce qui permet après de faire des choix de gestion, par exemple sur les choix en éclaircie, etc. Donc tout ça, vous pouvez vous renseigner auprès de votre technicien localement. Dans ces questions de diagnostic stationnel, pour aider, justement, on a vu que l'air climatique des essences est modifié par le changement climatique. Donc ce qu'on peut tester, nous, en tant que forestiers, c'est d'aller un peu plus vite que la nature quand cela est possible, en introduisant dans les boisements ou reboisements des essences ou provenances plus méridionales, donc qui seront potentiellement plus adaptées aux évolutions, enfin au climat futur en fait. Et donc tout ça bien sûr sur des terrains, des sols qui seront appropriés pour ces essences. Donc dans les essences qui sont déjà testées actuellement en introduction, on peut citer le cèdre de l'Atlas, le sapin de Norman, le pin Teda, le pin radiata, donc sur les stations qui leur conviennent. Dans les essences feuillues, on peut citer le chêne pubescent qui est déjà présent naturellement dans le sud de la région. Donc qui a une meilleure capacité d'adaptation à la sécheresse que les chênes déjà en place. On peut aussi citer des essences qui déjà migrent progressivement naturellement comme le chêne vert. Et puis on peut se dire que le chêne liège aussi trouvera des conditions appropriées régionalement.
Donc tout ça, bien sûr, c'est à étudier et à creuser. Faut pas hésiter à creuser, à étudier ça avec le technicien de secteur et votre gestionnaire. Donc ça, c'était pour tout ce qui était aspect surveillé et diagnostiqué. Maintenant, dans les actes de gestion, dans les peuplements adultes, donc ce qui a été rappelé par mon collègue, c'est de bien gérer sans retard ces interventions, ces éclaircies. Donc pour des questions de réduction de la concurrence pour l'alimentation en eau, pour des questions de stabilité, pour maintenir une croissance régulière. Et donc la petite phrase résume bien ça, qu'il est préférable d'intervenir souvent et modérément plutôt que de faire des gros à-coups de gestion et d'intervenir rarement et fortement, et ce qui va faire que les peuplements ne vont pas forcément avoir la capacité de réagir correctement. Donc maintenant, il y a aussi le fait qu'avec le réchauffement, certains peuplements vont être plus sensibles face aux risques incendie, comme les peuplements de pas maritimes. Donc bien sûr, un entretien régulier va limiter les phénomènes de propagation des feux, donc notamment dans les boisements de pas maritimes. Et puis il est essentiel de disposer d'une bonne desserte, donc d'équipements DFCI là où le risque incendie est le plus important, donc pour pouvoir limiter l'extension des feux dans le cas où cela apparaîtrait. Dans les régénérations, donc de par l'augmentation de la température et le réchauffement, on va avoir une réduction de la période favorable de plantation, avec des printemps et des intersaisons qui deviennent plus chaudes en fait. Donc il va falloir redoubler de vigilance quant aux périodes de plantation, pas agir trop tard. Et quant aux techniques aussi qui vont favoriser la bonne installation des plants dans ce contexte d'évolution climatique, donc une bonne préparation du terrain, avec on va aussi se questionner sur le choix de type de plan en motte ou en godet, aux soins apportés à leur mise en terre qui doit être d'autant plus soigné, plus d'erreurs de plantation, parce que là avec les évolutions du climat ce sera forcément fatal. Et donc là l'image elle illustre une technique de préparation du sol, donc en poté travaillé, qui permet de bien travailler le sol en profondeur pour favoriser l'installation du plant, et donc qui est une technique qui se développe et qui peut permettre une installation favorable du plant. Alors par la suite, donc ça c'était dans les régénérations. Il sera nécessaire aussi, face à ces évolutions, de diversifier et adapter les techniques. Donc c'est ce qu'a rappelé Bruno, quand c'est possible de favoriser les mélanges d'essences. Bien sûr de bien réfléchir, si c'est par plantation, comment faire le mélange d'essences pour que, à la fois d'un point de vue de compétition entre les arbres, de sylviculture par la suite et de produits récoltés, ça reste cohérent. Mais l'idée c'est de favoriser une certaine biodiversité et de diluer le risque, vu que les essences n'ont pas exactement les mêmes exigences et ne sont pas sensibles aux mêmes ravageurs et pathogènes. Ça permet de diluer le risque en cas de problème sur une essence. Il y aura toujours une autre essence en fait pour garder un peuplement qui tienne la route. Donc ça peut se faire par création lors de la plantation ou par choix lorsqu'on marque une éclaircie avec les essences qui sont déjà là naturellement. Si elles sont bien en place et qu'elles sont en capacité d'être résilientes face aux évolutions climatiques futures, on pourra les favoriser lors du marquage d'éclaircies et favoriser un certain mélange. Bruno a également évoqué le développement de la plantation dans le recru, donc pour garder une certaine protection autour des plants, favoriser un mélange avec des essences locales et l'aspect protection aussi contre la donte du gibier. Et donc aussi prélever un certain couvert pour la protection du sol. Donc justement, je vais finir sur cette question du sol qui
qui est un capital qu'on doit garder absolument en bon état parce qu'une fois qu'il est déstructuré, on ne peut plus revenir en arrière. Ça prend des décennies à se reconstituer. Et donc, sauf que c'est un garde-manger, un réservoir en eau du sol qui est essentiel au bon développement des arbres. Donc, il faut vraiment être d'autant plus vigilant en fait aux soins des éclaircies et des coupes qui peuvent être réalisées. Pour que le sol reste en bon état. Donc ça va être par la limitation de la surface circulée sur la parcelle, en concentrant les déplacements sur des cloisonnements d'exploitation et bien sûr en veillant à circuler en période de sol réessuyé, donc pour éviter les gros phénomènes d'ornière et de déstructuration du sol. Enfin, il est nécessaire d'éviter des techniques comme le dessouchage qui va vraiment favoriser une déstructuration du sol et un export de matière organique. Donc privilégier des techniques comme le rabotage de souche préférentiellement. Voilà. Donc voilà pour finir, donc, de bien préserver le capital déjà existant. Donc si vous voulez creuser sur ce qui a été dit, vous pouvez bien sûr aller regarder l'étude, le rapport qui a été fait sur cette étude qui est présente sur notre site internet. Je vous ai mis aussi en deuxième lien le lien vers ClimHD qui est un site développé par Météo France qui permet de voir régionalement pour les différentes régions tout plein de graphiques et de cartographies sur l'évolution du climat et sur l'évolution future. Ça nous a aussi servi pour le rapport. C'est assez bien fait. Vous pouvez consulter les bilans annuels du département de la santé des forêts via le troisième lien et vous retrouverez aussi via cette page-là assez facilement la liste des correspondants observateurs. Et enfin, je vous ai mis un lien qui détaille ce que c'est que la méthode de diagnostic Archi. Je vous remercie pour votre écoute et donc vous pouvez encore continuer pendant une dizaine de minutes à poser vos questions par le chat, nous vous y répondrons. Merci beaucoup.